Bonjour Sandrine, bonjour à tous les internautes. Donc, je me présente, Philippe Pacotte, avocat associé du cabinet Del Sol Avocat, qui est un cabinet qui déploie une offre d'accompagnement au profit des entreprises et notamment dans le cadre évidemment des opérations touchant à la croissance ou à la gestion quotidienne de leur activité. Et à ce titre, nous avons l'occasion de gérer des projets touchant au contrat de travail et à la formation professionnelle. Merci, Maître Pacotte. Avant de démarrer notre sujet, BPI Group, je vous le rappelle, est un cabinet présent dans près de 40 pays et nous accompagnons en France plus de 12 000 personnes dans le cadre de leur mobilité professionnelle. Notre mission est de développer la performance sociale de nos clients, notamment par le biais de nos prestations de conseil, d'accompagnement et de formation. Je vais introduire mon propos par quelques rappels sur les raisons d'être de la formation. Et ensuite, vous rappeler les nouvelles règles de financement de la formation et les obligations qui apparaissent. Nous aborderons également les questions de jurisprudence sur le sujet de l'employabilité et les nouvelles sanctions. Enfin, nous ferons un focus plus particulier sur 3 points majeurs de la réforme, l'entretien professionnel, le compte personnel de formation et le conseil en évolution professionnelle. Alors, commençons déjà par la raison d'être. Elle est double cette raison d'être. On a d'une part la nécessité de rendre le système plus équitable. Quelques constats. Un salarié diplômé du supérieur a 34% de chances de suivre dans l'année une formation, alors qu'un salarié sans diplôme, lui, n'a que 10% de chance. Cette différence est nettement renforcée si le salarié diplômé se trouve dans un grand groupe et si le salarié qui n'est pas diplômé, lui, se trouve dans une PME. Également, quelques constats, peu d'initiatives des individus dans le choix de leur formation. C'est vrai que le DIF aurait dû jouer ce rôle-là, mais il n'a pas pu. Voilà, donc déjà, premièrement, rendre le système plus équitable, d'autre part, rendre le système plus efficace. Plus efficace pourquoi? Parce que l'obligation de payer pour la formation est perçue par les entreprises comme un impôt. Et de ce fait, comme elle est obligée de dépenser, on a pu faire le constat que finalement la formation, ces dépenses de formation avaient un certain rendement, c'est-à-dire qu'il était un faible rendement qui se traduit par finalement des dépenses qui ne conduisent pas à une évolution professionnelle ou des dépenses qui ne se traduisent pas dans des gains de productivité. Et s'agissant des demandeurs d'emploi, des dépenses qui finalement ne permettent pas le retour à l'emploi. Voilà, le système par ailleurs est complexe. Toutes les études montrent que plus un système est complexe, plus il est difficile d'accès pour des moins qualifiés, pour les non qualifiés. Donc voilà l'enjeu du système, c'était d'une part le rendre plus équitable, d'autre part plus efficace. Alors, nous poursuivons sur l'entreprise. Quelles sont les nouvelles règles de financement? L'entreprise s'acquitte de son obligation légale par le versement d'une contribution unique de 1%. En fait, l'entreprise n'a plus à justifier fiscalement ses dépenses directes de formation. C'est donc la fin de ce qu'on appelle les dépenses imputables, c'est-à-dire des dépenses qui sont imputées au budget de formation et qui apparaissent dans la déclaration 2483. Donc en gros, c'est la fin de la déclaration 2483. Mais pour autant, elle doit pouvoir garantir l'adaptation des salariés à leur poste et elle doit pouvoir garantir le maintien de leur capacité à occuper un emploi. Elle doit également pouvoir justifier aux IRP des actions de formation qu'elle a mises en place et garantir leur traçabilité. Elle doit également réaliser des formations obligatoires telles que les habilitations. Et enfin, elle doit déclarer les formations suivies par les salariés. Donc, moins d'obligations fiscales, mais plus d'obligations sociales. Si on regarde plus précisément ce que cela donne, on voit que l'obligation fiscale est réduite. Effectivement, elle passe de 1% contre 1,6% précédemment. Si on prend le cas, par exemple, des entreprises de 300 salariés et plus. Mais ces 1% qui constituent donc la contribution désormais obligatoire seront entièrement dédiés à l'accès à la qualification. Financement du contrat pro, financement de la période de pro, financement du congé individuel de formation, financement du SPSTP, financement du compte personnel de formation. Alors finalement, on se rend compte que l'impôt formation baisse, mais si l'entreprise maintient le même budget que l'année précédente au titre du plan de formation, elle augmentera en fait nettement
de manière, je dirais, mathématique, elle va augmenter nettement sa contribution à la formation. À noter que si des accords de branche peuvent être signés dans certaines branches professionnelles qui vont conduire à une petite contribution supplémentaire mutualisée au niveau des OPCA, mais ça c'est à chaque branche de le décider. Alors, si l'on poursuit, cette contribution obligatoire sera différente et différenciée selon les tailles d'entreprise. Finalement, elle sera la même à partir de 10 salariés. Le 1% sera demandé à partir de 10 salariés, sinon ce sera du 0,55. On voit qu'il existe toujours une contribution donc obligatoire de 1% et que cette contribution sera légèrement différenciée selon la taille en fonction, vous avez vu, de la répartition sur le CIF, le PRO, etc. Ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'il y a une petite part qui reste sur le plan de formation pour les 10 à 50 et les 50 à 300. Cette petite part sur le plan de formation permettra de poursuivre et de mettre en œuvre encore le principe d'action mutualisée, d'action collective qui était déjà présent dans le précédent système. Je vous rappelle que le premier versement aura lieu au premier trimestre 2016. Il faut remarquer dans cette structuration, dans cette répartition par taille, que le législateur a eu le bon sens de modifier en fait les tranches de taille d'entreprise en prenant finalement les tranches qui étaient utilisées dans le cadre du dialogue social, ce qui va donner une plus grande cohérence dans les actions RH et les actions de formation qui seront mises en œuvre par les entreprises de moins de 300 salariés. Enfin, il faut aussi rappeler que la loi apporte de la simplification, c'est notamment dans le fait que l'entreprise n'aura plus à dispatcher son obligation légale entre différents OPCA. Elle va avoir un collecteur unique et c'est à ce collecteur unique qui sera chargé de dispatcher, lui, la contribution obligatoire de 1%. La loi renforce les obligations en matière d'employabilité. Et Maître, je vais donc vous laisser compléter ce sujet qui vous concerne. Merci Sandrine. Effectivement, quand il s'agit d'examiner l'impact d'une réforme, et notamment s'agissant de la réforme de la formation professionnelle, il est absolument nécessaire de faire l'examen de l'existant et des obligations pouvant déjà fonder finalement le régime juridique, qu'il soit légal ou jurisprudentiel, en matière de formation professionnelle. La première des obligations résulte d'une disposition importante du Code du travail, puisqu'il s'agit de l'article L1222-1 du Code du travail, qui prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Il s'agit d'une obligation fondamentale, puisque l'on voit que tout le régime jurisprudentiel applicable en matière d'exécution du contrat, et notamment l'obligation de formation qui pèse à la charge de l'employeur, est fondé sur le principe de l'exécution loyale du contrat. Ce principe général d'exécution de bonne foi trouve également une application pratique lorsque l'on prend en considération les dispositions de l'article 63-15-1 du Code du travail, qui met à la charge de l'employeur une obligation déclinée de la manière suivante, une obligation d'adaptation des salariés à leur poste, l'employeur devant veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Donc il s'agit bien, au regard de la rédaction de l'article 63-15-1, d'une obligation liée à l'employabilité des salariés. En réalité, derrière les termes génériques d'obligation de formation, on peut considérer qu'il existe une obligation de l'employeur d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution du poste, première obligation, puis une seconde obligation de veiller à ce que la capacité des salariés leur permette d'occuper un emploi. Alors, lorsqu'on regarde la réforme de la formation professionnelle, on peut constater qu'elle peut être considérée comme un outil de sécurisation des parcours, que ce soit du point de vue individuel ou du point de vue collectif, et l'on verra également qu'elle peut être considérée comme un outil d'amélioration de la valeur ajoutée sociale et notamment de maîtrise des risques et des risques contentieux dans l'entreprise. Nous allons le voir ultérieurement. Alors, je ne vais pas décliner de manière précise la réforme, mais pour autant, nous allons brosser de manière assez générale les nouveaux dispositifs issus effectivement de la réforme et qui permettent d'atteindre l'objectif de sécurisation des parcours. Le premier est l'entretien professionnel, dont on parlera ensuite avec Sandrine de matière plus pratique, mais du point de vue légal, il faut savoir que c'est une obligation nouvelle à la charge de l'employeur et qui contraint celui-ci à organiser au moins une fois tous les 2 ans un entretien professionnel qui est rigoureusement dédié, en fait, aux évolutions de carrière et de rémunération des salariés. Alors cet entretien doit être absolument distingué
de l'entretien annuel d'évaluation, également de l'entretien spécifique destiné à l'évaluation de la charge de travail des salariés soumis à la convention individuelle de forfait en jour. En d'autres termes, l'employeur aujourd'hui doit conduire différents types d'entretiens, et donc 3 types d'entretiens différents, dont l'un d'entre eux sera spécifiquement consacré à l'évaluation de l'évolution de la carrière du salarié, de ses besoins en termes de formation et de sa rémunération. Il convient également de préciser à ce stade que cet entretien s'avérera obligatoire dès lors qu'il y aura des périodes de suspension du contrat de travail, et notamment s'agissant des périodes liées au congé maternité, au congé parental d'éducation, au congé d'adoption, au congé sabbatique, ainsi que au congé de mobilité volontaire sécurisé institué par la loi de sécurisation de l'emploi. Donc on voit encore une fois que le dispositif s'inscrit au regard des autres réformes prises par le législateur en matière de sécurisation de l'emploi et qu'il complète en réalité un dispositif déjà existant. Si l'employeur ne respecte pas son obligation, comme toute obligation, il y a nécessairement une sanction, et cette sanction n'est pas directement liée à l'absence d'entretien, mais en revanche, dès lors que le salarié n'aura pas bénéficié d'un entretien professionnel et que par ailleurs, sur une durée de 6 ans, il n'aura pas bénéficié d'au moins 2 des 3 actions suivantes, une formation professionnelle, un certificat, une certification, une qualification ou enfin une évolution professionnelle ou salariale, eh bien l'employeur subira une sanction sous la forme d'un abondement supplémentaire du compte personnel de formation. Cet abondement variera suivant le statut du salarié, qu'il s'agisse d'un salarié à temps plein ou à temps partiel, la fourchette de l'abondement étant comprise entre 100 heures et 130 heures au regard du manquement constaté. La sécurisation du parcours ne s'inscrit pas seulement au niveau individuel, mais elle s'inscrit également au niveau collectif. En effet, depuis la réforme de la formation professionnelle, il y aura des obligations ou des compléments de régime en matière de négociation avec les partenaires sociaux. Cette nouvelle obligation se situe à 2 niveaux, au niveau des branches et au niveau de l'entreprise. Au niveau des branches, la négociation triennale sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences devra tenir compte des travaux, des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications, ces derniers ayant une mission de veille et d'étude de l'évolution des activités de la branche et des emplois, afin d'anticiper leur transformation grâce à une politique de formation professionnelle adaptée. Donc on voit que les partenaires sociaux au niveau de la branche vont devenir de nouveaux acteurs en matière d'orientation de la formation professionnelle, notamment pour anticiper les mutations professionnelles dans le secteur des transitions écologiques et énergétiques. Par ailleurs, au niveau de l'entreprise, il s'avère que la réforme de la formation professionnelle prévoit que le champ de la négociation en matière de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences est élargi. Dès lors, effectivement, dans le cadre des discussions s'instaurant au titre de la GPEC, il y aura un point qui devra être afférent à l'abondement, c'est-à-dire les modalités spécifiques d'abondement du compte personnel de formation. Au niveau de l'entreprise, enfin, le dialogue social devra s'instaurer et intégrer le comité d'entreprise. En effet, en cas d'échec de négociation avec les partenaires sociaux sur les thèmes relatifs à la formation, celui-ci devra être informé et consulté de manière spécifique sur 5 thèmes rendus obligatoires par la loi: la GPEC, la mobilité interne, la formation professionnelle, le recours aux différents contrats, notamment les contrats précaires, et enfin l'information des entreprises sous-traitantes. Donc on voit que dès lors que le dialogue social n'est pas satisfaisant avec les partenaires sociaux, alors le comité d'entreprise devient un acteur incontournable dans le cadre de la gestion de la formation professionnelle. Enfin, les dispositifs mis en œuvre dans le cadre de la loi du 5 mars 2014, mais qui seront vus plus en détail par Sandrine, concerneront effectivement de nouveaux acteurs dans le cadre de la gestion du parcours professionnel du salarié, à savoir le conseil en évolution professionnelle d'une part, et le compte personnel de formation d'autre part. S'agissant maintenant des obligations de l'employeur en matière de formation professionnelle, il n'est pas possible de parler de celles-ci sans parler éventuellement des sanctions qui peuvent être prises par le juge en matière de manquement de l'employeur à ses obligations relatives à la formation professionnelle. En effet, on peut voir que dès lors que le juge est saisi d'un contentieux en matière de formation professionnelle, eh bien les réponses ont évolué au fur et à mesure du temps, et notamment le régime prétorien tend à démontrer qu'il existe aujourd'hui une obligation de quasi-résultat en matière de formation professionnelle.
Le premier exemple, en réalité, est relatif à un arrêt qui a été rendu le 18 juin 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation et qui concernait un contentieux initié par 5 salariés employés en qualité de préparateurs de véhicules neufs et d'occasion qui comptaient entre 2 et 12 ans d'ancienneté. C'est important puisque vous constaterez que la sanction a été la même, quelle que soit l'ancienneté finalement des salariés ayant initié le litige. Les salariés réclamaient des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € au regard des manquements de l'employeur à son obligation en matière de formation professionnelle. La Cour d'appel de Poitiers, à l'époque saisie, avait rendu un arrêt, au terme duquel elle nous dit « Il n'était pas établi que les salariés aient demandé à pouvoir bénéficier d'une formation, premier point, et l'employeur n'était pas légalement tenu d'en prendre l'initiative ni d'assurer leur évolution vers une autre qualification. » Donc pour les juges du fond, il était clair qu'aucune initiative des salariés n'avait été constatée, et d'autre part, il n'y avait pas de besoin matériel lié à l'évolution de l'emploi. Pour autant, la Cour de cassation nous dit, en prenant cette posture, la Cour d'appel a fait porter l'initiative des actions de formation sur les épaules du salarié, ce qui n'est contraire à la loi. En réalité, la Cour de cassation considère que, en matière de formation professionnelle, peu important l'évolution réelle du poste, c'est à l'employeur de prendre l'initiative des actions de formation, faute de quoi le simple constat selon lequel le salarié n'a pas bénéficié d'actions de formation suffira à engager sa responsabilité, le préjudice étant apprécié par le juge du fond à l'occasion du litige. Le deuxième arrêt qui nous est proposé d'examiner concerne en réalité le problème de la discrimination au regard de la formation professionnelle. Il s'agit d'un arrêt qui concernait la société Air France et notamment un salarié qui s'était porté volontaire pour un stage de formation concernant un Airbus A380. La société avait refusé de prendre en compte cette demande pour un motif relativement objectif a priori, puisqu'il s'agissait du fait suivant. Le salarié aurait atteint l'âge de 60 ans avant la durée minimale d'affectation sur ce type d'avion Airbus A380, qui était de 6 années en l'espèce, et donc l'employeur considérait que la formation n'était pas rentable du point de vue de la valeur ajoutée qu'il en attendait. La Cour de cassation a considéré que le refus de la société caractérisait une discrimination fondée sur l'âge, constitutive d'un trouble manifestement illicite, au motif que l'employeur n'apportait aucun élément faisant apparaître que le refus était justifié par un objectif légitime et que notamment l'argument de la société relatif à la rentabilité du coût de la formation était nécessairement inopérant. Cet arrêt est d'autant plus intéressant qu'en réalité, c'est le juge des référés qui a tranché, et nous savons que le juge de référé est le juge de l'évidence. Donc dans ce cadre-là, ça suppose que la violation de l'obligation de formation constitue bien un trouble caractérisé à l'exécution loyale du contrat de travail. Enfin, dernière décision concernant l'obligation de formation, il s'agit en fait du licenciement économique et du plan de sauvegarde de l'emploi. On sait qu'en la matière, il existe déjà, par l'application des dispositions légales et réglementaires, une obligation de formation spécifique qui pèse à la charge de l'employeur, puisque dans le cadre de la détermination du contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, il doit prendre toutes les mesures d'adaptation de manière à éviter les licenciements ou à tout le moins d'en réduire le nombre. Au cas particulier, il s'agissait de la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui a été censuré par la Cour d'appel de Versailles. L'employeur envisageait de mettre en place un projet de réorganisation s'accompagnant de mutations technologiques importantes et rapides dans le cadre de la mise en place d'un réseau 4G. La Cour d'appel rappelle que lorsque l'employeur envisage de mettre en place des mutations technologiques importantes et rapides, il doit le faire dans le cadre d'un plan d'adaptation sur lequel le CHSCT est consulté. Il appartient alors à la société de présenter dans ce document les efforts de formation qui ont déjà été faits. Or, en l'espèce, la société n'avait délivré à ses chefs de projet que des formations de 2 jours, là où la mutation technologique supposait qu'elle s'adapte à l'évolution de l'emploi. Là encore, le manquement de l'employeur à son obligation de formation est censuré et clairement, on peut considérer que le régime lié à l'obligation de formation de l'employeur dans le cadre de la réforme sur la formation professionnelle tend à devenir un régime d'obligation de résultat. J'en aurai fini les explications relatives au cadre légal et jurisprudentiel et Sandrine, je vous laisse poursuivre. Je vous remercie, Maître. Alors, peut-être pour avoir une vision un petit peu globale, on vous propose ce petit schéma qui permet de voir que la responsabilisation de tous les acteurs de l'entreprise est donc renforcée avec différents leviers. L'entreprise, d'une part, un levier individuel qui est l'entretien professionnel et un levier collectif autour de la négociation triennale GPEC avec le volet formation.
une responsabilisation renforcée du salarié qui, lui, peut s'appuyer sur, d'une part, le compte personnel de formation et d'autre part, le conseil en évolution professionnelle. On va y venir. Enfin, les IRP, dont le rôle également est renforcé à travers la consultation annuelle du CE sur les orientations stratégiques, avec effectivement la recherche d'impact sur les activités, métiers et compétences, la consultation annuelle de la formation et sur les objectifs du plan de formation. Enfin, la BDU, la base de données unique d'information, avec une rubrique désormais sur la formation. Je vous propose de poursuivre par un focus sur l'entretien professionnel. Je ne vais pas revenir sur ce que Maître Pacotte a rappelé, néanmoins juste préciser que la garantie, je dirais, d'accès à la formation sera donc évaluée tous les 6 ans, donc avec selon un timing pour l'entretien professionnel qui s'opérera tous les 2 ans. Simplement, ce sera basé sur des éléments qui sont objectivables, des critères, d'une part un critère de mise en œuvre qui sera vraiment le critère de l'entretien professionnel réalisé tous les 2 ans, et puis des critères de résultats qui seront est-ce que le salarié a eu une formation, est-ce qu'il a eu une formation et une certification, ou une formation et une évolution professionnelle ou salariale. Voilà, donc effectivement un certain nombre de critères qui permettront de juger de la garantie d'accès à la formation. Je vous rappelle simplement que pour les caractéristiques de l'entretien professionnel, il est important de bien le distinguer de l'entretien annuel en termes de contenu et de temporalité, qu'il est dédié aux perspectives d'évolution professionnelle de la personne, qu'il se fait en lien avec la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et qu'il est de nature plus RH que managériale. Parlons maintenant du compte personnel de formation. Il permet aux personnes d'acquérir des droits pour bénéficier d'une action qualifiante. Il est plafonné à 150 heures, donc il sera mis en œuvre à partir du 1er janvier 2015. Il va remplacer progressivement le DIF, le droit individuel à la formation. Le cumul DIF compte personnel de formation se fera jusqu'en 2020, mais il sera de toute façon plafonné à 150 heures. Donc ça, c'est effectivement important, mais il est également important de préciser qu'il pourra être abondé par le salarié lui-même, par l'entreprise ou par l'OPCA, et que ces heures qui seront données en plus pour suivre une formation n'entreront pas dans le plafond. Donc ça veut dire qu'on partira d'un plafond de 150 heures et qu'on pourra rajouter, que l'individu pourra rajouter un financement pour accéder à des heures supplémentaires lui permettant d'obtenir la certification qu'il souhaite. Les formations qui sont éligibles au compte personnel de formation sont de 3 types. Vous avez d'une part des formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, des formations qualifiantes, certifiantes qui sont inscrites au RNCP, donc au répertoire national des certifications professionnelles, et enfin l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. Aujourd'hui, on attend des décrets sur le bloc de gauche et le bloc de droite. Là où on est sûr, c'est effectivement que les formations qualifiantes et certifiantes qui seront inscrites au RNCP seront éligibles. Donc c'est une certification professionnelle, une partie de certification visant un bloc de compétences, c'est un certificat de qualification professionnelle ou un certificat de qualification professionnelle interprofessionnelle, donc c'est QPI. Une formation inscrite à la Commission nationale de la certification professionnelle et à l'inventaire des certifications et habilitations. Donc, par exemple, aujourd'hui, un certain nombre d'examens, comme le TOEFL, sont en cours justement de reconnaissance à cet inventaire. Pour les demandeurs d'emploi qui entrent dans le programme régional de qualification, effectivement, ces formations aussi seront prises en compte. Pour les deux autres types de formations, celles notamment permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences, je vous alerte sur le fait que c'est une liste assez large et c'est intéressant aussi pour les responsables de la formation, puisqu'il s'agit non seulement d'actions autour de communiquer en français, utiliser les mathématiques ou maîtriser les NTIC qu'on connaissait bien, mais il s'agit aussi d'organiser son travail, travailler collectivement, apprendre à apprendre et travailler en sécurité.
Je vous propose d'aller directement maintenant au conseiller en évolution professionnelle. Le conseiller en évolution professionnelle, rappelez qu'il se positionne bien dans une certaine logique. Il est à la suite de l'entretien professionnel et conduisant la personne à utiliser les heures de formation qui sont inscrites dans le DIF. C'est un conseil gratuit. Il est assuré par le fonds GESIF et le PASSIF en ce qui concerne les salariés. Il sera assuré par le Pôle emploi, l'APEC, le Cap emploi, les missions locales et les opérateurs choisis par la région dans le cadre des demandeurs d'emploi, qu'ils soient jeunes, cadres, travailleurs handicapés. Il s'agit véritablement d'un nouvel outil de mobilité. Nous avons presque terminé cette conférence. Nous avons souhaité, dans ce dernier slide, vous présenter les grands changements en résumé, mais ce sera vous le garderez pour vous. Et nous allons maintenant aborder les dernières actions opérationnelles qu'il reste à mener pour vous en tant qu'acteurs de la formation et acteurs des RH. Nous pensons qu'il y a vraiment quatre types d'actions opérationnelles à mener que nous vous conseillons de mener, et évidemment en cela BPI Group peut vous aider. D'une part, identifier les enjeux de l'entreprise et des salariés en matière d'employabilité. Il s'agit de travailler sur les évolutions métiers, de mieux connaître ces populations. On peut le faire en conduisant un diagnostic prospectif emploi-compétences, en conduisant une étude d'employabilité interne ou externe, en conduisant encore un diagnostic individuel d'employabilité, et en particulier pour les salariés qui sont en reprise d'activité. Deuxième type d'action, mettre en œuvre le processus de l'entretien professionnel. Quelle articulation avec l'entretien annuel? Quelles personnes ressources? Quel support d'entretien? Quelle période de réalisation? Ce qui suppose de formaliser et optimiser les process RH, créer des supports d'entretien, élaborer un kit de communication à destination notamment des nouveaux embauchés, puisqu'il faudra les informer de la manière dont se passent ces entretiens. Troisième type d'action, sensibiliser l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et former les personnes ressources. Formation à la conduite de l'entretien professionnel, soit des managers, des RH, des salariés même et des IRP. Externaliser éventuellement la conduite de ces entretiens ou encore former des conseillers carrière de l'entreprise à l'orientation professionnelle. Enfin, un dernier type d'action qu'on vous recommande, piloter le dispositif et mettre en place un reporting et un suivi du plan d'action. Ça peut être sous différentes formes, définir une stratégie d'optimisation de la formation, définir des indicateurs démontrant le respect de l'obligation d'employabilité et adapter évidemment aux possibilités de votre SIRH, mettre en place un système de pilotage simple et opérationnel avec des tableaux de bord et partager les indicateurs selon les cibles, salariés, IRP, managers et administration.